Huguet pour un recueil paru aux éditions Paria ayant pour titre L'impossible manifeste. Et d'abord David, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et pour commencer, je voulais, quand je lis un recueil de poésie, ça m'évoque des choses qui sont dans ma tête un peu en bordel. Et ton recueil, ça m'a fait rappeler une citation de Sully Prudhomme, qui est un poète du 19e siècle, si je me souviens bien. Et cette citation est la suivante: nous sommes au bord du gouffre, avançons avec résolution. Et voilà, ça m'a évoqué ça. Et bon, il me semble que c'est pas mal parce que je vais dire pourquoi j'ai pensé à ça, parce que la fin du recueil dit ça: de ces grands rivets aux abords du trou, prospérer. Ma première question, c'est quoi ton rapport à l'écriture et à l'écriture poétique? Et question subsidiaire, est-ce que tu penses que écrire de la poésie, c'est politique? Alors déjà, merci pour ton invitation. J'en suis très heureux de pouvoir parler de ce petit opuscule. Oui, excuse-moi, je vais te couper. Je le précise chaque fois. Je sais que c'est un peu couillon de le faire à chaque fois, mais on a décidé de se tutoyer. Donc je préfère le dire comme ça. Voilà, c'est fait. Oui. Excuse-moi, vas-y. Je t'en prie. Alors mon rapport à la poésie et à l'écriture, il y a tellement de choses à dire. Avant tout, il est charnel. Il m'habite la plupart du temps, tout le temps. Alors je dis ça dans le sens où, à partir du moment où je travaille, et je travaille quasi tout le temps, j'ai quelque chose en cours, on va dire, j'y pense constamment. Et c'est présent tout le long de ce que je peux lire, traverser. Voilà. Alors, mon rapport à l'écriture, il est celui-là. Il est tout sauf, d'ailleurs, il est tout sauf apaisé, puisque c'est gros poids, et il faut vivre avec ça. Enfin, je dis ça, c'est à la fois une malédiction et à la fois une chance, parce que c'est aussi quelque chose qui est un support pour vivre. Enfin, je dis un support vraiment dans le sens le plus fort du terme. Voilà comment je pourrais résumer mon rapport à l'écriture. Il est absolument pas question de rentrer dans un schéma de compétition avec tous ceux qui sont habités par la même envie et par la même foi en l'écriture, on va dire. Donc ça, là-dessus, j'ai un rapport plutôt apaisé et je fais ce que j'ai à faire de mon côté avant de pouvoir exposer là où je peux l'exposer. Ensuite, tu parlais de la fin de... Oui. Alors, mon écriture en filigrane, elle est, alors en tout cas pour cet opuscule-là, elle est effectivement politique. La dimension politique est présente. Ça, je peux pas le dénier. Elle me rattraperait de toute façon. Néanmoins, j'essaie d'avoir une vue du politique qui ne rentre ni dans l'essai à proprement parler. Je m'inspire de références qui sont issues des sciences sociales, des sciences politiques, de la philosophie, mais j'essaie de garder cette dimension poétique présente. Et de ne pas de ne suivre ni aucun dogme, ni aucune direction toute faite. Et je veux lier le politique à, je vais utiliser un grand mot, mais à l'universel, dans le sens où chacun serait concerné par cette question-là. Alors moi, j'ai un rapport politique. Là pour le coup, je pense que ça peut s'entrevoir dans mon écriture. J'ai un rapport très très dramatique aux politiques. Voilà. Je pense qu'à la fois on a toutes les armes pour nous dispenser d'un désastre à venir, et pour autant rien n'est fait. Voilà.
Je navigue entre ces deux rives-là. Et pour le coup, il s'agit, à partir du moment où on navigue entre deux rives, de pas se noyer, et d'éviter de. Et je suis dans ce rapport-là, en évitant constamment de boire la tasse. J'essaie de me débattre comme je peux avec ça, et d'essayer de communiquer aussi cette idée-là à mes lecteurs potentiels. Oui, alors, je suis d'accord, n'importe quoi. Pour finaliser ce que je disais tout à l'heure, j'ai lu le dernier vers, et dans les premiers vers du recueil, il y a ça débute comme ça et ça se développe jusqu'à cette fin de Prospérer. Et un des premiers vers, c'est cette rectitude au fond, on ne sait pas ce que c'est. Et effectivement, il y a beaucoup de questionnements sur soit dans le monde, en fait. C'est tout le long. Et puis un petit peu plus loin, les cheveux blancs qu'on se fait de vivre. Effectivement, il y a tout ça. Et il y a une autre chose que j'aime bien, j'aime bien les mots, et j'aime bien l'étymologie. Et en lisant le titre, je me suis dit, je ne savais pas l'étymologie de manifeste. Et il me semble que ça tombait très bien, parce que je manifeste, ça vient du latin manus et festus, ça pourrait se résumer par frapper avec la main. Et j'ai trouvé que ça allait très bien avec ça. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand il a été publié. En 2024, fin 2024. D'accord. Et l'autre, et donc du coup, cet impossible, toi tu le mettrais où? Parce que. Alors. Difficile difficile à considérer, dans le sens où pour moi il a une dimension à la fois de frontières qu'on peut dépasser, et à la fois d'obstacles irrésolus, en fait. Je ne sais pas si je vais être clair sur cette dimension-là. Mais pour moi, c'est un concept assez opératoire dans tout ce qu'on peut, dans tout ce que l'humain entre guillemets peut entreprendre. Dans le sens où, pour moi, il doit garder cette dimension à l'esprit, et cette dimension conduit son action, peu importe où il va, en fait. Et ça peut, moi je considère ça comme un début de principe éthique, en fait. Voilà. Et puisque pour moi, quand on veut prendre une direction, il s'agit, déjà pour moi, on ne fait rien tout seul. Et il s'agit également de s'appuyer sur les autres sans considérer qu'on vale mieux ou plus. Il y a différentes dimensions dans cet impossible-là. Pour moi, il y a vraiment l'horizon à ne pas dépasser, sous peine de ne plus se reconnaître ou de porter préjudice à son voisin, à l'autre, et une dimension performative, dans le sens où c'est une perspective d'action. Alors là, pour le coup, d'où le manifeste, dans le sens où on a énormément de traces visibles de ça. De traces visibles dans tous les domaines d'action. J'entends en histoire, en art. Ça, c'est des choses pour moi qui nourrissent l'humain et qui font toujours qu'il ne se résume pas à l'inhumain et à son côté nombriliste, on va dire. Mais c'est très complexe. Moi-même, je pense que je ne serais pas le mieux placé pour tout défricher sur ce titre. J'aime ce titre. Au tout début, je l'avais considéré comme un hommage à l'impossible de Georges Bataille.
dans la forme d'écriture et dans le sens que ça avait. Et ensuite, j'ai essayé de jouer sur la polysémie des termes pour, comme on fait en philosophie, quand on veut créer un sujet, essayer d'accoler deux notions pour les faire travailler ensemble. Voilà le but de ce titre et de l'accolement de ces deux termes ensemble. D'accord. Et moi, là où j'ai senti à la lecture l'impossible, il y a aussi la dimension plus personnelle du corps. Et l'impossibilité arrive à un moment du corps dans le monde. Il y a beaucoup ça, les muscles, les mains, l'adipe, les choses comme ça, et les cheveux blancs dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, c'était important pour toi de mettre aussi cette dimension-là pour contrebalancer ou pour dire des choses là-dessus. Oui, alors à partir du moment où pour moi j'expose cet impossible-là, pour moi il y a forcément un rapport très aigu avec la mort et ce qu'on peut en faire. Et là, le corps a tout son rôle à jouer. Alors pour moi j'ai été très influencé par des auteurs qui ont mis le corps en avant beaucoup. Et pour moi, il y a des références, des tuteurs pour moi, comme Jean-Louis Giovannoni, Cédric Desmangeaux, des auteurs qui ont parlé du corps et qui ont mis ce corps, et en premier lieu, Antonin Artaud plus que d'autres. Ça, c'est vraiment mes grandes figures tutélaires. Et je tiens effectivement à ce rapport au corps parce que c'est notre premier rapport au monde. Et quand on parlait tout à l'heure de cette rectitude, dans la rectitude, il y a aussi la station debout. Qu'est-ce qu'on en fait, cette station debout? Où réside la spécificité chez l'humain qui parfois se pense au-dessus d'autres êtres naturels? Tout ça, ça joue à plein dans ce que je veux exprimer, sans pour autant, sans être trop prosaïque, ni trop rentrer dans les détails. Mon écriture laisse aussi à loisir le lecteur d'essayer d'investir cette dimension-là. Et pour le corps, il s'agit aussi de laisser le corps s'exprimer, et notamment le corps du lecteur. Et dans la lecture du recueil, on sent aussi la difficulté qu'a le corps à s'exprimer à certains moments aussi. Et tu parlais de la mort, mais pas seulement. Oui. En premier lieu, je pense qu'il y a aussi le rapport que j'entretiens avec le mien, pour commencer. Pour le coup, la manière de s'exposer, comment on s'expose, par quel biais on le fait, et doit-on forcément éviter la posture? Comment s'imposer dans un environnement qui peut paraître assez cruel parfois, mais aussi comment le corps intervient sur lui-même. C'est-à-dire que comment cette violence qu'on subit de l'extérieur peut être intériorisée. Moi, je pense aussi l'époque comme par le biais du capitalisme effréné et de ce rapport au corps-là, pour moi, la violence, elle est aussi très intériorisée. Et on en vient, et les gens en viennent à se faire mal eux-mêmes et à ne pas pouvoir extérioriser cette violence qu'ils ressentent et qui s'exprime à leur endroit. Donc ça, je trouve ça très grave et très parlant, en fait. Et j'ai voulu aussi exprimer ça ici. Oui, c'est vrai que par petites touches, il y a ça aussi. Alors, comme je suis parti sur mon idée, il y a aussi, j'ai lu dans ce manifeste, dans cet impossible manifeste, le côté, pour en finir avec le corps, nos limites, de connaître, de souffrir de nos limites aussi. Oui.
Alors, ça oui. Alors après, dans le corps, il y a le rapport personnel à son propre corps, mais il y a aussi ce qu'on appelle le corps commun, le corps social. Et ça, il est très présent là aussi, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc forcément, après, moi, ce rapport au corps, il est la plupart du temps assez violent, mais parce que je le pense violent. Alors après, ça peut effrayer à la lecture, mais le corps dans sa crudité, je pense qu'on ne peut pas faire sans, et il faut l'intérioriser et le comprendre pour essayer ni de le sublimer, ni de le transcender, mais vivre avec déjà. Voilà. D'accord. Alors là, on va partir sur à ce moment-là, puisque tu dis c'est peut-être quelque chose d'un peu complexe, je veux bien que tu nous en lises une partie. Rien n'est comble, d'où le vertige, la fierté d'amasser, le volume des pertes à chiffrer, la croûte dorsale tout entière. Difficile de lier cela au seul silence. Merci. Alors, toi. Ça tombe bien parce que ça tombe bien que tu aies choisi le hasard et fait que tu aies choisi ce morceau-là, parce que je voulais aussi aller te chercher. Dans cet extrait, il y a Oran et liturgie. C'est pas un hasard puisque tu l'as écrit. Oui. Donc, c'est de références chrétiennes, des choses comme ça. Oui, liturgie, c'est pas que chrétien, mais Oran. Oui, il y a forcément un rapport avec ces références-là qu'on dit appartenir à la culture occidentale à plein. Pour le coup, effectivement, il y a ce type de référence, mais lié notamment à l'économie capitaliste qu'on met au même niveau, en fait. Il y a ça, mais il y a pas forcément. Il y a d'autres références à d'autres cultures. Quand je dis 30 tyrans en cage, je vise aussi la tyrannie des 30 tyrans en Grèce antique. Là aussi, des références qui suivent la civilisation occidentale et qui sont la plupart du temps pas détournées, mais qui sont empoignées pour non pas nous faire grandir, mais c'est tout le contraire. Ça va souvent avec une certaine culture de la mort, de la souffrance pour la souffrance. Il faut souffrir pour s'augmenter, pour s'améliorer, alors que pour moi, ce sont des aspects mortifères que je veux évacuer que je souhaiterais évacuer de tout ce qu'on peut en dire, en fait. Après, il y a aussi ce rapport à la mort aussi, qui, pour moi, quand je parle de main, quand je dis qu'un petit restant de Dieu les divise, je vise tous les conflits religieux qu'on peut observer et qui sont basés sur des conceptions qui, moi, me semblent liées à la croyance en un être supérieur que moi je ne peux pas partager au vu de la culture que j'ai du corps. Tout ça, alors, je veux pas, c'est très personnel, hein, ce que je dis, hein, mais il y a ça aussi dans ce texte-là. Pour moi, l'effort à être au monde, il joue à plein, parce qu'après il n'y a rien. Mis à part les traces dont je vous parlais tout à l'heure, les traces visibles d'art consacrées par l'histoire, tout ce que l'humain peut laisser derrière lui et nous léguer d'une certaine manière.
il est aussi toute la culture est aussi dans ce refus-là. C'est que absorber une culture, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'elle importe, comporte. Et c'est vrai déjà dans un certain schéma familial, par exemple. Voilà. Je sais pas, je pense que je vais un peu au-delà du texte, mais c'est exactement ce qu'il dit aussi. Bon, on parlait des pressions de conformité de politique et du corps, que le mot famille arrive là. Je sais pas, ça me paraît un peu logique. Alors, il m'arrive des fois d'être un peu taquin avec les gens avec qui je fais des entretiens. Dans des périodes historiques un peu chaotiques, ça a donné des poèmes merveilleux. Pour faire un poncif, l'époque dans laquelle on vit l'est pas mal chaotique. Alors, ma question un peu naïve, c'est toi, ça te bloque pour écrire? En l'occurrence, on pourrait penser que non. Ou ça c'est quelque chose qui te nourrit? Alors, pour le coup, pour rebondir avec ce que je disais sur mon rapport à l'écriture, évidemment que ça joue à plein des deux côtés. Autant ça me nourrit que ça peut me bloquer. Mais je pense qu'effectivement, cette chance d'avoir l'écriture comme béquille, elle sert aussi à lutter contre l'état de sidération dans lequel on peut se trouver en face d'une situation qu'on voit, qu'on vit. L'époque aussi est riche d'images violentes. Et cette violence-là, alors je ne parlerai plus parce que je pense que ça aussi, c'est un peu daté. Le fait de sublimer cette violence, elle ne sublime plus. Je pense qu'il faut la dire de façon très crue. Et pour ça, le gage, c'est de trouver les mots pour le faire. Et ça, forcément, c'est quelque chose de très enrichissant. Néanmoins, c'est aussi une époque qui pressurise aussi les gens. Donc, pour moi, pour trouver les mots, il faut avoir le temps aussi de les penser. Et il faut avoir le temps de faire retour sur soi. Et ça, c'est aussi une époque qui donne de moins en moins le loisir de le faire. Donc ça aussi, il faut considérer que c'est aussi un privilège, mais c'est aussi un combat. Ce temps, il faut le gagner. C'est pas exemple de sacrifice matériel, humain, voilà. Mais en effet, alors quand je parle d'autophagie, on est aussi dans cette chose-là. Autant je peux comprendre, et je pense que j'écris aussi dans cet état de désespérance là. Je ne peux pas dire le contraire. J'écris en désespérance de cause, on va dire ça comme ça. Mais c'est très enrichissant dans le sens où c'est aussi un partage, comme maintenant, par exemple, des rencontres qu'on peut faire. Et ça, c'est pareil, c'est des rétributions symboliques, comme on pourrait dire en sociologie. Et ça nourrit l'écriture, ça la transforme, ça la change radicalement. Et la seule chose que je peux regretter, ce sont des gens qui écrivent et qui ne trouvent pas un espace d'ouverture à la solitude que cela implique. Parce que parfois on trouve peu de gens à l'écoute, peu de gens pour faire partager son travail. Et ça, je pense que c'est aussi dommageable pour l'écriture d'être dans une sphère de solitude un peu trop présente, voilà, il faut tâcher. Mais ça aussi, c'est un constant aller-retour vers les autres et aussi les fuir quand on doit aussi travailler. Donc voilà, c'est.
Mais oui, il faut trouver un équilibre en fait. Pas si évident de le trouver, mais c'est pour ça que moi je pars du principe que il faut pas forcément. La publication pour moi c'est très accessoire dans mon rapport à l'écriture, dans le sens où tant que j'écris, je peux considérer que je vais bien, et tant que j'écris, ça veut aussi dire que j'ai des raisons de le faire et des raisons d'être là. Voilà. Oui, un instant, tu parlais d'une espèce de désespérance qui tient debout. Et en lisant ce recueil, en lisant ce recueil, j'avais une petite phrase. Alors, je sais pas d'où elle sort, celle-là, mais une petite phrase. Je sais plus qui me l'a dit. Il est grand temps de consolider les bords du gouffre. J'avais cette petite phrase, mais du coup, pour moi, c'est pas négatif cette phrase. Il y a quand même encore quand même une possibilité d'action quand on a une éthique qui nous tient debout. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on n'aille pas plus loin dans le recueil. Et ma dernière question, un peu traditionnelle, on va dire, c'est est-ce que tu pourrais nous proposer des lectures que tu aurais fait et nous dire des auteurs, des titres Alors là, qui t'ont plu. Oui, alors moi, là, comme je disais tout à l'heure, j'ai des figures tutélaires. Guy Viard, par exemple, m'a amené à écrire très sérieusement. Alors Guy Viard, je pourrais pas citer d'ouvrage, mais il est disponible chez les éditions Ficile, il est disponible aux éditions Flammarion. J'en oublierais alors moi je vais citer Brice Petit, mais qui n'écrit plus depuis longtemps, dont 2 ouvrages sont disponibles aux éditions Grège. Alors je ne sais plus trop parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Stéphanie Ferrat, on peut trouver Roncier aux éditions La Feugraie, d'occasion, parce que les éditions La Feugraie ne publient plus. Bastien Ouette qui est passé sur cette chaîne, Victor Martinez que je dois citer forcément. Voilà, ça c'est vraiment pour le coup une communauté que je saisis par les textes. Il y a quelque chose de très charnel là, de texte à texte. Il y a vraiment, c'est vraiment des personnes avec lesquelles moi j'ai un rapport voilà, encore une fois, très, très, très charnel, et c'est passé par l'intermédiaire des textes. D'accord. Et ça, je trouve ça important de garder cette dimension-là, parce que c'est le meilleur rapport, le lien qu'on peut. Et avec le temps, il se consolide et il se transforme là aussi en amitié ou pas. Enfin, voilà. Mais ça c'est une communauté chère à mes yeux, et heureusement qu'elle est là aussi. Voilà. D'accord. Puisqu'on en est à parler des amis, peut-être que tu peux parler un petit peu d'une certaine revue. Oui. Alors parce que elle est formidable. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Alors oui, la revue Conséquences, qui a déjà publié 3 numéros, qui est disponible sur le site des éditions Fragme, et qui est une revue effectivement assez riche, qui a été créée par Paul Laborde. Alors, autre auteur que j'aime beaucoup, on peut trouver Le mot de pauvreté chez les éditions Arfuiennes. C'est son dernier ouvrage paru, me semble-t-il. On a lu un extrait, il me semble que c'est moi qui l'ai lu sur la chaîne. Donc oui, on connaît, c'est formidable recueil. Et cette revue, effectivement, aborde la communauté effectivement d'amis et de textes dont on vient de parler, avec des références effectivement qui font partie pour moi des voix qui comptent. Voilà, qui comptent. Alors après, parfois autant elles sont clandestines qu'elles comptent.
Et là aussi, on éprouve par cette revue, cette communauté qui effectivement travaille, alors pas forcément si visible, mais travaille et parvient à sortir de très belles choses. Là, le dernier numéro était consacré à Cédric de Mongeau, revue, un numéro toujours disponible, avec de multiples contributions. Et un prochain numéro est en préparation, mais ça, voilà, on y travaille avec tous actuellement. Voilà pour cette revue. Ok, en tout cas, merci. Nous recevions aujourd'hui David Huguet pour un recueil paru aux éditions Paria qui a pour titre L'impossible manifeste. Merci David. Je t'en prie, merci à toi.